Bon, allez, je me lance. Salut tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu l'acarien du genre Tropilelaps. C'est un ravageur potentiel de l'abeille domestique au Québec et c'est aussi un organisme à déclaration obligatoire au Québec. En fait, c'est la raison pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Je vais prendre quelques secondes là, pour me présenter. Moi, c'est Sarah, puis en fait, je suis diplômée en agronomie à l'Université Laval. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui m'ont déjà vue. J'étais apicultrice à la Ruchette là, 2 étés de suite et je travaillais à la boutique aussi, donc on a peut-être déjà eu la chance de se rencontrer. Maintenant, je travaille en fait au Cressade avec l'équipe apicole. Puis éventuellement, je vais faire du service conseil et je vais travailler avec Martine Bernier là, sur transfert des connaissances. La raison pourquoi c'est moi qui vous parle de Tropilelaps aujourd'hui, c'est que j'ai fait un séminaire universitaire sur Tropilelaps. En avril 2024, là, j'avais fait ma présentation finale. Donc, c'est quand même un travail là, qui se fait sur une session au complet. C'est un peu comme une revue de littérature, là, donc je suis quand même à jour. Mais vous allez voir là, dans ma présentation, là, même si j'étais à jour en avril 2024, ça a vraiment changé rapidement depuis. Fait que je vais vous amener aussi des nouvelles informations que je n'avais pas avant. Donc, on va parler un petit peu de sa répartition dans le monde. Puis on va parler de sa morphologie, puis je vais le comparer avec le varroa un petit peu pour que vous compreniez bien là, l'enjeu puis la différence entre les deux. Son cycle de vie, la façon dont il parasite aussi l'abeille. On va parler de sa survie en dehors du couvain, qui est en fait un enjeu majeur là, pour sa présence au Canada, au Québec. On va parler de la façon dont il pourrait se propager aussi, puis quelques méthodes de dépistage qui ont été étudiées, méthodes de contrôle, autant chimique que physique. Donc, des petites informations là, en rafale. Donc, c'est un acarien comme le varroa. Puis, en fait, il est parasite naturel de l'abeille géante en Asie depuis plus de 50 ans. Donc, l'abeille géante Apis dorsata. Euh, Puis, il y a 4 espèces, en fait, de Tropilelaps, mais il y en a seulement 2 qui ont fait un saut d'hôte vers Apis mellifera. Donc, c'est Tropilelaps mercedacea et Tropilelaps clari. Ces 2 espèces-là de Tropilelaps ont été divisées en 2 groupes différents seulement en 2007. Donc, les études qui ont été faites avant, là, c'était seulement comme si c'était juste Tropilelaps clari. Puis, en fait, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est Tropilelaps mercedacea qui serait le plus répandu. Puis, c'est un parasite obligatoire du genre Apis. Du moins, c'est ce qu'on sait actuellement. Parler un peu de sa répartition dans le monde, euh, c'est quand même important là, de comprendre que ça va assez vite. Tu sais, c'est vraiment là, c'est dans l'Asie actuellement. Il y a beaucoup de recherches qui se fait en Thaïlande. Moi, quand j'ai fait mon travail en avril 2024, j'avais pas connaissance qu'il était présent en Ouzbékistan, juste ici, ni en Géorgie, ni dans les régions du Krasnodar. Donc, ces 3 régions-là, ils se sont comme rajoutés dans les dernières années. Et puis, c'est vraiment à cause de Tropilelaps, parce que vous pouvez voir là, la frontière entre les régions du Canada et l'Ukraine, c'est vraiment très proche. Fait que c'est pour ça que les importations ont été arrêtées là, en provenance de l'Ukraine. Puis, tu sais, avec les conflits, tu sais, qui se passent actuellement, j'imagine qu'ils ont d'autres choses à faire que de détecter Tropilelaps dans leur ruche actuellement. Puis, ça aussi, ça peut devenir un enjeu pour les importations. Puis, il faut aussi faire attention, là, si jamais vous êtes intéressé par le sujet, là, il y a des cartes en ce moment de Tropilelaps qui circulent, qui vont démontrer comme plus de pays touchés, mais ce n'est pas toujours en association avec Apis mellifera. Fait qu'il y a certaines cartes là, qui vont avoir d'autres pays colorés, mais c'est que Tropilelaps va être là, mais il peut être seulement en association avec l'abeille géante, par exemple. Pour sa morphologie, donc, Tropilelaps, quand il est plus stade œuf et nymphe, là, vous pouvez voir là, jusqu'à la lettre D, ses couleurs sont plus dans les tons de blanc. Il paraîtrait que c'est plus facile de le dépister de cette façon-là parce que à l'adulte, en fait, les couleurs sont trop similaires avec les débris de la ruche.
En E, vous avez la femelle et en F, vous avez le mâle. On peut voir que la femelle est quand même plus allongée, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir sur le terrain à l'œil nu. Et puis, ici, on a comme l'impression que ce serait des antennes, mais ce sont des pattes, puis c'est des pattes qui seraient utilisées pour les activités sensorielles. Comme le varroa, Tropilelaps utilise des chélisseurs là, pour se nourrir. Et puis, il y a un facteur important de distinction. Euh, En fait, Tropilelaps, il y aurait une démarche assez particulière là, quand on le voit sur les cadres. Il va marcher de manière assez rapide, puis il va arrêter et il va recommencer à marcher, comme un stop-start. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a Project Apis M, qui a, en fait, c'est un site Internet que vous pouvez aller voir. Là, il y a vraiment plein de ressources sur Tropilelaps. Là, c'est super intéressant. Puis vous allez l'avoir, la vidéo là, de la démarche rapide avec des arrêts là, de Tropilelaps. Puis c'est sur ce site-là, d'ailleurs, que j'ai pris la plupart de mes photos parce qu'elles sont vraiment de très bonne qualité. Euh, Si on se fie à ce que j'ai dit plus tôt, là, ici, ça serait plus du stade nymphe, puis vous allez avoir plus un adulte là, ici. Là. Ça, c'est le fun parce que la photo est vraiment rapprochée, mais en réalité, c'est plus de ça que ça a de l'air. Donc, il est juste ici, là, si vous ne le voyez pas, le Tropilelaps, il est vraiment très minuscule. Puis je pense qu'au Canada, actuellement, on est plus au stade de tu sais, savoir le reconnaître, être en mesure de le dépister, de savoir que ça peut être un enjeu. C'est déjà une bonne base. Si on le compare un peu avec Varroa, en fait, les deux, ils ont comme des conditions écologiques initiales similaires. Ça fait plus de 50 ans qu'ils coexistent aussi en Asie. C'est un peu pour ça qu'on a peur qu'ils arrivent ici, parce que le tracé est assez similaire là, actuellement que le Varroa. Puis, quelques différences entre les deux, là, la phase de dispersion, comme pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme une pause là, après une phase de reproduction, puis c'est une pause entre deux phases de reproduction. Donc, c'est le moment où est-ce que la carrière va se promener soit sur les abeilles adultes ou sur les cadres. Puis à ce moment-là, ben, ils ne pondent pas d'œufs. Puis là, le problème avec ça, c'est que varroa, c'est 13 jours, la phase de dispersion. Et puis le Tropilelaps, c'est 1 à 2 jours. Fait que ça lui donne un avantage vraiment notable au niveau de la reproduction. Pour ce qui est de l'alimentation, là, ça aussi, c'est vraiment une différence majeure. Varroa, lui, il peut se nourrir sur l'abeille à tous les stades, que ce soit l'enfant ou adulte. Une Tropilelaps, il n'est pas capable de se nourrir sur les adultes. En fait, il n'est pas capable de percer la cuticule, puis vous allez avoir plusieurs sites d'alimentation pour Tropilelaps, ce qui fait qu'il va créer plusieurs blessures sur les larves, alors que Varroa, il s'accroche à un endroit. La ponte aussi, c'est différent. Un coup qu'ils se mettent à pondre dans une cellule, là, varroa, c'est aux 30 heures, alors que Tropilelaps, c'est aux 24 heures. Et il y a un avantage notable aussi au niveau de la grosseur, là, comme vous pouvez voir sur la larve. J'ai aussi d'autres belles images ici. Puis c'est comme, ça doit être difficile là, aussi en vrai, là, parce que même si comme ça, c'est assez clair que Tropilelaps il est allongé, là, sur le terrain, ça peut être assez difficile de faire la différence, là. Ça, c'est juste pour vous montrer vraiment des différences de grandeur. Toutes les informations que je viens de vous donner sur tu sais, les différences entre varroa et Tropilelaps, je les ai mis dans un tableau là, pour que vous voyez bien la différence, là. Au niveau de son cycle de vie, ben, Tropilelaps va en fait rentrer dans une cellule qui est en voie d'être operculée. Puis c'est environ 10 heures après que la ponte va débuter. Puis il y a un intervalle de 24 heures entre les œufs, jusqu'à l'occurrence de 4 œufs par cellule. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que varroa, lui, ça va jusqu'à 3 œufs, mais 3 œufs dans une cellule de faux bourdon. Alors que, tu sais, d'après les articles que j'ai lus, Tropilelaps, là, ça n'a pas vraiment de différence là, s'il va pondre 4 œufs dans une cellule d'ouvrière ou de faux bourdon. C'est la même chose. Tandis que varroa, ça va quand même changer, là. Si la cellule de faux bourdon, ça peut aller jusqu'à 3 œufs. Puis ici, ben, je ne le dirai pas assez là, parce que vous allez comprendre aussi pour le dépistage et pour
les méthodes de lutte, là, le nourrissage ne se fait pas là, sur les adultes pour Tropicélaps. En rafale, là, juste le parasitisme, donc il se nourrit sur les larves, sur les pupes. C'est un manque d'adaptation morphologique qui fait qu'il ne peut pas se nourrir sur les adultes. Il s'alimente à plusieurs endroits. Il s'alimente de l'hémolymphe, alors que le varroa, c'est des corps gras maintenant qu'on sait. Ça résulte en réduction vraiment du poids de l'abeille adulte, donc une longévité réduite de l'abeille. C'est aussi un vecteur du virus des ailes déformées. C'est aussi un vecteur de d'autres virus, mais c'est celui-là vraiment qui a été le plus démontré là, par la recherche. Ce que ça donne, ça, au niveau d'une colonie, mais c'est un peu comme varroa, mais la différence, c'est que Tropicélaps, ça va beaucoup plus vite. Puis souvent, ben, on ne le voit pas venir parce qu'ils sont trop petits. C'est probablement que vous l'avez déjà vu, mais varroa, c'est pas rare qu'on va le voir sur des adultes. Tropicélaps, c'est pas tout à fait la même chose. Fait que ça peut être long avant de le voir, mais un coup que c'est installé, puis un coup qu'on commence à les voir se promener sur les cadres, paraîtrait-il qu'il est trop tard à ce niveau-là pour rescaper la colonie. Ça ici, c'est juste pour démontrer que ça fait vraiment longtemps que Tropicélaps est étudié. Dans les années 80, ils ont démontré que Tropicélaps pouvait être sur une abeille adulte pas plus de 25 heures. Puis dans les fins des années 80, c'était plus 3 jours sans nourriture. Puis dans les années 90, ben, c'est là qu'on a vraiment fait le lien entre 3 jours sur une abeille adulte. Puis le lien s'est fait avec le fait qu'il ne pouvait pas se nourrir. Fait que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être plus de 3 jours sur une abeille adulte. On a aussi, il y a aussi une étude qui a démontré là, que Tropicélaps pouvait survivre jusqu'à 4 semaines en présence de couvain. Ça, c'est toutes des études qui ont été citées récemment dans des nouvelles, dans des nouveaux articles scientifiques. Puis il n'y a pas d'études qui ont été capables de démontrer le contraire. Fait que c'est encore le même constat que dans les premières années qui a été étudié, là. Puis quand que j'ai fait, moi, mon travail de séminaire, il y a une question que je me posais vraiment. Est-ce que mon travail est justifié? Parce qu'avec nos hivers, puis là, on sait qu'il ne vit pas sur les adultes, qu'il a besoin de couvain pour se nourrir. Avec nos pauses comme de ponte naturelle en hiver, on pourrait penser que ça ne deviendrait jamais un problème. Tu sais, moi, il a fallu que je creuse un peu pour que mon séminaire soit pertinent, en fait, là, pour arriver à une conclusion intéressante. Mais puis ça, je trouve, moi, à mon avis, je trouve ça un petit peu effrayant, là, mais tu sais, il y a quand même des possibilités qui s'installent. Puis les façons dont ça pouvait arriver, premièrement, c'est la présence de couvain en hiver. Parce que là, il y a des changements climatiques. Ça fait que dans le sud, il y a quand même du couvain tard, tard à l'automne, puis ça reprend vraiment rapidement au printemps. Puis, tu sais, il y a quand même de la ponte qui se fait dans des redoux pendant l'hiver. C'est sûr que, tu sais, le couvain, il ne vient pas à terme, mais est-ce que ça serait suffisant pour que Tropicélaps puisse se nourrir, par exemple? L'autre option, ça serait qu'il pourrait s'adapter ou il pourrait tomber en diapause. Ça, en fait, c'est une hypothèse. Ça n'a pas été démontré, mais ça pourrait quand même être possible. La diapause, c'est un peu comme s'il tombait en dormance l'hiver. Puis l'autre option, ça serait qu'il se trouve un autre alternatif. Donc, il se trouverait en fait un autre, que ça soit un insecte, un autre animal, peu importe où est-ce qu'il pourrait comme se nourrir le temps qu'il y ait une reprise de ponte dans les ruches. Et puis, ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est que depuis qu'il s'est installé là, en Russie, dans les régions du Krasnodar, il y a une étude qui est sortie en 2024. C'est là qu'il a fallu que je m'actualise parce que c'est sorti après mon travail, là, mais en fait, c'est que l'étude a démontré que en février et en mars, il n'y avait plus de couvain dans les ruches qui étaient étudiées, puis ils n'ont pas détecté de Tropicélaps à ce moment-là. Par contre, l'infestation, elle a recommencé graduellement à partir d'avril. Puis ils n'ont pas été capables de démontrer pourquoi, puis comment que c'était arrivé. Donc, l'hypothèse, ce serait que Tropicélaps a été capable d'hiverner sur place. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, ils sont là-dedans en ce moment à essayer de trouver là, pourquoi. Ça va être super intéressant pour nous pour être capable de prévenir aussi. La façon dont il pourrait se propager, ben, en fait, la façon dont il pourrait s'introduire au Québec, les importations, je dirais que c'est quand même d'étirer l'élastique un peu là, parce que
on n'importe pas de couvain ici, on importe des paquets d'abeilles, puis, tu sais, les transits d'abeilles, c'est long, là. Euh, Puis là, il ne peut pas être sur un adulte plus de 3 jours, sinon il meurt. Fait en tout cas, il faut quand même, je pense, prendre des précautions à ce niveau-là. Il y a quand même aussi des envois illégaux. On a sûrement tous déjà entendu des histoires, là, que ce soit en apiculture ou dans d'autres domaines. Là. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable à ce niveau-là. Mais je ne sais pas à quel point est-ce que ça serait possible. Puis sinon, les envois illégaux, ben, c'est pas toujours volontaire. Tu sais, des fois, ça peut être involontaire, comme par exemple des essaims là, sur des cargaisons. Puis si, admettons, il arrivait par les États-Unis en premier, ben, tu sais, il y a des histoires aussi là, d'essaims qui sont arrivés, par exemple, dans des voitures là, qui arrivaient du Mexique ou des choses comme ça. C'est quand même intéressant à considérer. Puis sinon, pour les déplacements interprovinciaux, c'est plus dans l'optique où est-ce qu'il ferait son introduction, tu sais, dans une ville portuaire, disons, à Vancouver. C'est sûr que les déplacements interprovinciaux, c'est régi, là. Il y a quand même un encadrement qui se fait à ce niveau-là. Il y a des inspections aussi qui se font. Mais, tu sais, vous l'avez vu, il est vraiment petit, Tropicélaps. Ça fait que si c'est pour, par exemple, de la pollinisation, je pense que ça serait quand même difficile de le contrôler, là. Fait que s'il y a des déplacements qui se font, par exemple, pour la pollinisation entre la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, parce que c'est arrivé l'année passée, hein, on ne sait pas à quel point on serait capable de tout gérer ça. Puis entre les colonies, ben, c'est le même principe que Varroa. Donc, pillage, dérive, ça pourrait être la division des ruches. La seule chose qui est un peu particulière, c'est l'essaimage. Euh, Ben, c'est ça, il n'y a pas de couvain. Tu sais, à quel point est-ce que les ouvrières peuvent se remettre à faire des alvéoles let's go en pont, là? Il faudrait que ça soit vraiment rapide pour qu'en essaimage, ça soit plausible pour Tropicélaps. Les méthodes de dépistage, ça, dans le fond, je vous avais fait une très belle diapositive avec un beau tableau sur une étude qui avait été faite par Jeff Pettis en 2013. Puis là, ça a comme été un peu changé là, dans les derniers mois, je dirais, là, une étude qui est sortie de l'Angleterre. Puis là, j'ai eu une information il n'y a pas si longtemps de quelqu'un qui est allé là-bas, un Canadien là, qui est impliqué en apiculture en Saskatchewan qui est allé en Thaïlande, puis il est revenu avec des informations dont j'ai eu vent. Fait que ça, c'est intéressant. Je peux vous les présenter aujourd'hui. Euh, la chute naturelle, c'est une méthode qui fonctionne. La seule problématique avec la chute naturelle, c'est que c'est vraiment difficile de le voir. Fait qu'il va falloir utiliser soit des loupes entomologiques ou soit il va falloir le faire aux 24 heures, parce que dès qu'il y a trop de débris, ben, on ne le voit pas. C'est pas, c'est une méthode qui est vraiment fastidieuse pour quelqu'un qui a plusieurs ruches puis qui doit faire ça, mettons, sur le terrain. Ça fonctionne, mais dans d'autres, peut-être plus à l'intérieur ou peut-être apporter les cartons collages. Je ne sais pas dans quelle mesure, là, mais c'est très long, là. Sinon, dépister les cadres de couvain. Donc, c'est des operculés, des cadres de couvain qui ont de l'air de démontrer des signes d'infestation, des operculés, de sortir les larves, puis de les regarder, là. Puis là, c'est drôle, il n'y a pas de préférence non plus pour le couvain de faux-bourdon, fait qu'on ne peut pas juste sortir un couvain de faux-bourdon puis faire comme avec Varroa, là, puis trouver tout caché là. C'est pas le même principe. Puis ça, c'est une méthode que dans la dernière étude d'Angleterre qui est sortie, qui ont déterminé que c'était comme dans les meilleures méthodes à utiliser. La méthode de bump, c'est dans l'étude 2013 que j'avais trouvée, la méthode de bump, en fait, il prenait des cadres puis il les frappait contre une surface blanche, là, souvent plus des bacs. Il les frappait 4 fois de chaque côté. Le problème avec cette méthode-là, c'est que ça brise ben, en fait, ça détruit le couvain, ça brise le matériel. Puis, tu sais, en bout de ligne, c'est la même chose. Ben, je ne veux pas dire la même chose qu'une chute naturelle, mais ça peut se ressembler parce qu'ils vont mettre de l'eau, en fait, dans les débris du bac. Puis ensuite, ils vont filtrer ça sur un coton blanc que tu vas pouvoir analyser. Fait que, il y a quand même des débris, ça peut être quand même difficile de le voir. Fait que ça, c'est une méthode qui maintenant a été démontrée comme étant inefficace. Une autre méthode que je barre tout de suite, c'est le lavage à l'alcool. Ça ne fonctionne pas. Moi, je pensais vraiment que c'était à cause que c'était un échantillon d'abeilles adultes. Puis là, ça a l'air que ça serait plus parce que Tropicélaps,
c'est difficile de le trouver. Tu sais, c'est pas comme varroa, là, il va comme plus se défaire dans l'alcool. Puis, une méthode, autant dans la dernière étude qui est sortie, autant que M. Jeff Wilson qui est allé en Saskatchewan, ça serait le sucre en poudre à ma grande surprise. Puis c'est là que je me remets tout en question là, par rapport à Tropilelaps. Parce que le sucre en poudre, ça a l'air que ça fonctionne vraiment bien. Donc, eux, la façon qu'ils le font en Thaïlande, là, en recherche, c'est ils vont prélever, ils vont tourner les abeilles, puis après ça, ils vont partir avec leurs petits échantillons de sucre en poudre avec les tropilélapses dedans. Puis ils vont comme juste analyser ça. Puis ça a l'air que ça fonctionne super bien. Moi, mes questions que j'avais, en fait, c'est est-ce qu'on peut déterminer un taux d'infestation en utilisant seulement des abeilles adultes comme échantillon? Mais je n'ai pas de réponse à ma question encore. Puis là, ben, je voulais comme vous faire pratiquer un peu puis voir si vous êtes capable de trouver des tropilélapses. Ça, c'est une image qui a été agrandie 2 fois. Puis à l'intérieur de la loupe, là, il y en a quelques-uns. Là. Il y en a 6 à l'intérieur de la loupe. Je vous laisse quelques secondes quand même là, pour être capable d'en trouver au moins un. OK, j'y vais. J'espère que vous en avez trouvé un au moins. Voilà. Fait que moi, ça fait quand même plusieurs fois que je regarde cette image-là, mais par moi-même, là, j'ai trouvé lui, puis il y avait celui-là ici que je trouvais qui était plus facile à trouver, mais c'est ça, c'est quand même, c'est petit. Il y a des varrois au travers aussi, c'est fun là, de voir la comparaison. Là. Tu sais, varroa, il y a comme une espèce de lustré sur lui qui fait qu'on le reconnaît comme mieux par rapport au débris, mais Tropilelaps, vraiment, là, ça serait difficile là, en chute naturelle. Méthode de contrôle chimique. Tout ce qui est acaricide de synthèse, ça ne fonctionne pas. Ben, soit, ben, il y a différentes raisons, là, mais souvent, c'est à cause que le mode d'action, il dépend d'un contact accru entre l'acarien et l'abeille adulte. Fait qu'à ce niveau-là, ça fonctionne moins bien. Puis la plupart des tropilélapes se retrouvent dans le couvain. Il y a de la résistance aussi. Il y en a avec le varroa. Fait que si on utilisait, par exemple, les mêmes molécules qu'on traitait varroa avec, là, où est-ce qu'il y a de la résistance, moi, je pense que ça ferait juste retarder le problème. Là. On va finir par avoir de la résistance avec Tropilelaps aussi, fait qu'on est mieux d'utiliser d'autres sortes de méthodes, à mon avis. Les acides organiques, ben, l'acide oxalique, ça ne fonctionne pas parce que ça ne rentre pas en contact avec le couvain. Fait que ça, c'est pas une méthode qui a été étudiée, en fait, là. Sinon, le thymol, ben, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise technique, là, mais moi, j'ai trouvé juste deux articles scientifiques qui parlaient du thymol. Les taux de réussite qui étaient quand même élevés, là, autour de 80-85 avec des utilisations de 25 milligrammes. Euh, mais c'est ça, ça laisse quand même un 20 là, qui ne fonctionne pas. Là, puis là, Tropilelaps, ben, c'est quand même, ça se reproduit vraiment rapidement. Fait que c'est ça. Je dis peut-être que si on l'utilisait combiné, là, puis ça sera à voir si jamais on a besoin. Mais sinon, c'est l'acide formique qui fonctionne le mieux. Donc, en Thaïlande, c'est ce qu'ils utilisent le plus maintenant, mélangé avec des méthodes de lutte physique. L'acide formique, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilise déjà ici. Il n'est pas homologué pour Tropilelaps parce qu'il n'est pas ici encore, mais au moins, tu sais, on sait comment l'utiliser, fait qu'on ne part pas de rien. Là. Je pense que c'est quand même encourageant à ce niveau-là. Pour les méthodes de contrôle physique, euh, vous les connaissez, c'est la même chose qu'avec Varroa. Là. Tu sais, la division des colonies, la formation de nucléis, ça fonctionne bien parce qu'on répartit la charge de l'acarien entre la ruche mère et le nucléi. Là. Ça, c'est une bonne méthode. La reine en cage ou le retrait de la reine, c'est pour faire une pose de ponte. Et le problème avec Tropilélap, c'est pour que la pose de ponte soit vraiment, qu'elle fonctionne bien, là, ben, il faut laisser le temps à tous les faux bourdons de naître, donc de 24 jours. Puis là, c'est 3 jours qu'il peut se nourrir comme, tu sais, qu'il peut survivre sans couvain. 3 jours, ça fait 28 jours. 28 jours, c'est quasiment un mois. On peut pas, là. Tu sais, ici, on a nos hivers, là, ça fonctionne pas comme méthode. En Thaïlande, eux, ce qu'ils font, c'est une pause de ponte.
et l'utilisation d'acide formique. Fait que c'est ça, ça laisse place à la recherche, là, fait que ça pourrait être des méthodes combinées là, sans faire nécessairement une pause de ponte de 28 jours. La destruction du couvain, là, tu sais, c'est ça. C'est une méthode drastique, mais ils le font en ce moment en Thaïlande. Fait que pour des gens, par exemple, qui ont des plus petits cheptels, qui ne cherchent pas nécessairement à tout diviser leur colonie tout le temps, tu sais, c'est triste, là, mais ça pourrait être une option si jamais Tropilélap se présente ici, là. Oui, nombreuses questions. Comme vous avez pu voir, même moi, là, j'ai plein d'interrogations, là. D'ailleurs, il y avait un webinaire qui était planifié il y a 2 semaines que j'espérais vraiment participer. Puis finalement, il n'y a pas eu lieu, mais j'avais plein de questions. J'aurais voulu vous donner les réponses aujourd'hui, mais je ne les ai pas trouvées moi-même, là. Mais il y a plein de choses qui me trottent en tête. Tu sais, je me demande tellement pourquoi le sucre en poudre, ça fonctionne alors que, tu sais, est-ce qu'on détermine les taux d'infestation avec ça? Euh, je, je me demande comment il va survivre aussi à nos hivers. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que la recherche va nous amener avec ça. Je me demande aussi s'il rentre en compétition avec Varroa. Euh, Puis s'il va, c'est ça, comment il fait pour transmettre les pathogènes. Il y a plein, plein, plein de questions. C'est le fun. Ça donne de la place à la recherche au moins, là. Puis c'est, c'est triste que ça soit rendu dans des pays comme la Russie ou la Géorgie, mais au moins, il y a de la recherche en milieu tempéré qui va se faire. Fait que ça nous donne un petit peu une longueur d'avance avant que ça arrive ici, là. Puis je vous dirais que de la présentation d'aujourd'hui, les points qui sont à retenir, c'est que c'est important de bien connaître son ennemi. On ne le dira pas assez, là, mais dans un contexte de lutte intégrée, c'est super important de connaître le cycle de vie puis l'écologie là, de notre ennemi pour mieux lutter contre. L'hiver au Québec, c'est ça, c'est pas une méthode de contrôle, là. Malheureusement, on le voit là, dans des pays qui sont plus similaires que nous en termes de climat. Ça, c'est pas assez, là, les pauses de ponte en hiver. Méthode de lutte qu'on utilise déjà au Québec. Comme j'ai dit, tu sais, l'acide formique, au moins, on sait déjà comment l'utiliser. Ça va être de l'adapter dans un contexte de lutte pour un autre acarien que varroa, là, mais c'est des méthodes qu'on connaît quand même déjà. Puis, pas de recherche en milieu tempéré, bien là, ça commence, comme je disais. Fait que pour ça, c'est encourageant. Sauf que toutes les choses que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est pas des choses qui ont été étudiées là, en contexte de climat québécois, là. C'est tout en Thaïlande, la plupart, là. La prévention, ben, c'est la clé. Ben, c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait, là, c'est de vous en parler, d'être au courant, c'est de se tenir informé, de s'intéresser aussi. Je pense que ça reste notre meilleur outil. Puis si jamais vous avez des doutes sur quoi que ce soit, c'est de faire des signalements, là. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe, mais c'est vraiment important de le faire parce que c'est comme ça qu'on va être capable de contrôler son entrée si c'était pour arriver. Bien voilà.